On va commencer. Je suis Dave Saint-Amour. Ça me fait plaisir de vous présenter le conférencier d'aujourd'hui, Vincent Tachereau du Michel. Merci d'être là encore. Un petit mot sur le parcours de Vincent. Vincent a fait une maîtrise à l'Université de Montréal avec Frédéric Gosselin, que peut-être certains d'entre vous connaissez. Ensuite, il est allé faire son doctorat en neuropsychologie, recherche et intervention à l'Université Laval avec Philip Jackson. Oui, c'est ça, tu viens de me le dire. Puis, je sais, le mot me manquait. Donc, déjà, vous avez une petite idée. Fred Gosselin, perception visuelle, modélisation, Phil Jackson, plus les processus neuronaux, la stimulation magnétique transcrânienne. Tu as fait un petit peu dans ton doctorat, mais après, t'en as fait du TMS, toi? Oui, j'ai C'est fait. ça, exactement. Donc, Vincent s'est intéressé à la modélisation et au cerveau assez tôt dans son parcours. Ensuite, il est allé faire un postdoc à UCLA, en Californie. Et c'est là qu'il a développé vraiment une approche originale, assez unique, qui a rapporté une expertise au Québec sur l'utilisation, en fait, de l'imagerie cérébrale, en particulier l'IRMF, mais peut-être que tu as d'autres méthodes, on va savoir. Bonjour. Pour utiliser dans des paradigmes de neurofeedback mais en temps réel. Donc, avec des outils d'intelligence artificielle, maintenant, ils raffinent cette technique-là et ça a des implications pour nous en psychologie assez directes, là, parce qu'en fait, il faut peut-être en glisser un mot. Il y a plein de conditions cliniques où, vous savez, le neurofeedback peut être bénéfique. Et là, on a un bel exemple, en fait, d'application des outils qu'on a en neurosciences, en intelligence artificielle au bénéfice de la clinique. Vincent, c'est un jeune chercheur, mais déjà bien lancé. Là, il est chercheur boursier du FRQS. Il a obtenu ses financements de départ, une infrastructure. Ton affiliation, c'est à l'Institut de santé mentale de l'Université de Montréal et le département. Voilà, les professeurs adjoints au département de psychiatrie et d'actitologie de l'Université de Montréal. Et c'est aussi un membre associé de Neurocam. C'est un ami Neurocam. Merci encore d'être là, puis je te laisse la parole. Un grand merci, Dave. Merci beaucoup pour l'introduction. Et merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait vraiment très plaisir d'être ici aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à poser des questions durant la conférence. Je pense que l'objectif, c'est qu'on ait une espèce de discussion sur ce thème qui, j'assume, vous intéresse au moins un petit peu, étant donné que vous êtes ici. Essayez de comprendre de quelle façon notre cerveau dégage un sens de notre monde visuel. Donc, dans son sens large, c'est vraiment l'objectif de mes travaux. Donc, quand on y pense, excusez-moi, on va revenir un petit peu en arrière. Quand on y pense, la richesse des sensations que notre monde visuel nous fait ressentir est très large et très vaste. D'une certaine façon, on a l'impression que chacune des images qu'on voit nous crée une sensation qu'on peut peut-être localiser à quelque part dans un environnement multidimensionnel, mais qui varie aussi avec ce qu'on perçoit, avec qui on est, avec, par exemple, ici dans l'image, on comprend la notion de mariage. Euh, Tout ça évolue en temps réel avec nos propres a priori et l'information objective de l'image, évidemment. Donc, comme ici, par exemple, vous avez l'information objective de cette jeune fille ici, mais vous n'avez pas le background qui se trouve être le mien, d'être son papa et de trouver que c'est la plus belle petite fille au monde. Donc, c'est une illustration pour vous montrer que c'est une interaction entre ce qui est présenté objectivement et votre vécu, vos a priori, vos priors, si vous voulez, pour comprendre vraiment. Euh, Vous avez peut-être remarqué l'analogie dans mon titre entre en fait, la frontière et entre voir et penser, le livre de Ned Block, qui porte en particulier sur la perception visuelle.
Donc, je me suis permis de paraphraser, d'ajouter ici, donc la frontière entre voir et ressentir. Donc, ce que NetBlock met de l'avant dans une certaine mesure, c'est que ce qu'on perçoit de façon iconique, donc c'est-à-dire qui est vraiment l'information objective qui atteint nos sens, euh, lui, bon, il appelle ça une forme de conscience. Son point est qu'ensuite, on en vient à réaccéder ou à réinterpréter cette information-là, à l'accéder pour en dégager notre composante plus reliée à la pensée et qui est une autre forme de conscience qu'il appelle. Donc, c'est vraiment ce bout-là qui m'intéresse, la frontière entre qu'est-ce qui est objectif et qu'est-ce qu'on en perçoit. Dans mon postdoc, j'imagine que les modèles ont évolué un petit peu, mais disons que c'était le modèle qui était le plus courant à l'époque. On se disait, bon, ben, supposons qu'on voit un serpent, donc une créature qui peut soit vous faire peur ou non. L'information va traverser votre système visuel, va être traitée évidemment à travers la hiérarchie visuelle qu'on connaît, avant d'en venir à activer l'amygdale, du moins, peut-être d'autres structures, on pourra en discuter, mais disons que le modèle de base, ce serait système visuel génère une réponse de l'amygdale, entraîne des réponses physiologiques et entraîne quelque chose comme suit. Donc, une personne qui nous dit, oui, je vois le serpent brunâtre, mais je le trouve dégoûtant et j'ai peur qu'il m'approche. C'est un peu ce qu'on pense qu'au final, la personne en vient à se dire dans sa tête avant de nous répondre sur notre échelle de Likert pour nous dire, j'ai peur de ce serpent à 7, quelque chose comme ça. Donc, je vous étale un petit peu, je pense, une théorie que je pense qui est peu controversée. Je pense que la plupart des gens se diraient que c'est un peu comme ça que le système fonctionne. Euh, on s'est dit, on va le tester, mais on va essayer de le tester d'une façon causale en essayant de changer l'activité dans des parties du système. Je vais vous expliquer tranquillement notre approche, puis vous allez voir ce qu'on a essayé de faire. Donc, tout d'abord, on a recruté des gens qui avaient peur d'une série d'animaux. On a représenté 3600 images dans le scanner, quand même une bonne présentation. Et on a fait ce qu'on appelle de l'apprentissage statistique. J'imagine que vous l'avez peut-être déjà vu. Mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on traite chacun des voxels ici dans les colonnes comme étant un prédicteur indépendant de notre mesure d'intérêt. Ici, notre cible pourrait être, par exemple, le serpent. Les autres animaux rentreraient dans l'autre catégorie. Donc, on entraîne un décodeur à nous dire, à partir de l'activité cérébrale, est-ce qu'il y a un serpent ou non dans cette présentation-là. Donc, quand je vous parle de décodeur, c'est essentiellement trouver les poids, les bêtas ici, qui sont associés à chacun de nos voxels, puis qui vont nous amener à une nouvelle prédiction. Quand on prend ces décodeurs-là, on leur donne des nouvelles données, puis on leur dit qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est un serpent ou c'est autre chose, on voit qu'ils peuvent être assez précis pour nous dire qu'effectivement, bon, c'est un serpent ou c'est autre chose. Ils ont un taux de succès d'environ 70 ou 80 si on fait une petite procédure d'alignement supplémentaire. Mais dites-vous qu'on peut quand même relativement bien dire si les gens ont vu un serpent à partir de ce type de décodeur-là. Et ça ressemble à ça, essentiellement. Dans le cortex ventral temporal, on a des poids qui sont distribués sur la portion ventrale du cortex. Essentiellement, ce qu'on s'est dit, une fois qu'on a ça, donc on a un patron d'activité qu'on pense qui représente le serpent. Maintenant, essayons d'entraîner les gens à activer cette représentation-là dans leur cerveau pour voir ce que ça va faire. Est-ce qu'on est capable de créer une espèce de signal qui va se propager dans le reste du système? On va voir. Je vous explique la procédure essentiellement. Donc, en temps réel, on enregistre l'activité cérébrale des gens. On fait un petit pré-traitement des données, évidemment. On passe l'information à l'intérieur de nos décodeurs et on donne une récompense aux gens en fonction de leur activation. Donc, plus l'activation ressemble à notre serpent, plus on leur donne de l'argent. Et on fait ça à travers plusieurs rencontres. On le fait pendant 3 sessions d'environ 1 heure au minimum. Et ce qui est le fun en faisant ça, c'est que vous vous doutez que l'intervention est en double insu. Donc, on peut choisir un serpent ou une coquerelle sans que l'évaluateur le sache, sans même que la personne le sache, sans même que la personne sache qu'il y a une intervention qui est là pour cibler sa peur. Et on peut évaluer avant et après l'influence de notre intervention sur différentes mesures. Donc, juste vous montrer vite ce que ça donne. Essentiellement, ici, vous avez
dans le cortex, l'activation, quand les gens voient les images dont ils ont peur. On voit ici, je vais vous montrer un peu la voie ventrale est vraiment ici. Donc, on voit qu'il y a une belle activité généralement qui est générée dans la voie ventrale quand on voit des animaux qui ont peur. Et ici, quand on fait la tâche, vraiment quand ils sont en train d'activer leur représentation, on voit qu'on peut générer un signal qui se trouve à être plus faible, évidemment, mais quand même localisé à l'endroit d'intérêt dans le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, Aysan, ici, a fait une super belle expérience où elle a conditionné deux stimuli et de façon aléatoire, elle a décidé aux gens d'en activer un versus l'autre. Et vous voyez ici qu'il y a eu une très belle diminution de l'activité de l'amygdale qui était spécifique à la cible de l'intervention et non pas au contrôle après l'intervention. Donc voilà, avec vraiment des stimuli de peur conditionnés. Nous, avec nos animaux qui nous intéressaient, on a fait la même approche. Encore une fois, double insu. On a un animal cible, un animal contrôle. On entraîne pour la cible et on voit qu'il y a une diminution de l'activité de l'amygdale après l'intervention. Et même chose, ensuite, on s'est dit, on va le refaire chez des patients. Maintenant, on a eu de l'argent pour le faire dans une étude préenregistrée, randomisée, contrôlée, refaire exactement le même protocole qu'on a fait. Et encore une fois, on revoit la même diminution. Donc, je commence à être un peu convaincu que semble-t-il qu'on est capable de générer ce signal-là dans le cortex ventral temporal qui semble avoir un effet sur l'amygdale. Pourquoi on a un problème? Le problème qu'on a, c'est que les gens ne rapportent pas qu'il n'y ait aucun changement dans leur jugement de peur après. Donc, vous avez ici les jugements pré et post pour la cible et pour le contrôle. Donc, vous voyez que contrairement à l'interaction qu'on voyait pour l'amygdale, on ne voit aucun changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, les réponses physiologiques de peur qui sont associées à l'amygdale, entre autres, sont très corrélés au jugement de peur. Vous avez ici un petit graphique qui nous l'indique, mais ils ne sont pas corrélés de façon absolue. On a poussé un petit peu notre intérêt. On s'est dit, on va essayer de construire des décodeurs de l'activité cérébrale pour prédire soit la réponse physiologique ou l'expérience subjective. Puis, on a vraiment eu un peu une surprise en remarquant que les régions plus typiquement associées à la peur, si vous voulez, mais à la réactivité physiologique, comme l'amygdale, l'insula, le cortex ventral, médial préfrontal, semblaient vraiment meilleures pour prédire cette composante de réactivité physiologique-là, plutôt que le jugement de peur en tant que tel. Si on s'intéresse vraiment au jugement de peur, vous voyez que c'est vraiment les régions occipitales ici et dorsolatéral préfrontal principalement, ou si vous avez du cortex orbitofrontal aussi. Donc, on voit comme l'émergence de ces deux réseaux-là dans nos données qui pourrait d'une certaine façon expliquer notre dissociation, pourquoi qu'il y a un système qu'on semble pouvoir moduler avec notre intervention et pas l'autre. Nos données fonctionnent très bien avec le modèle que Joseph Ledoux a mis de l'avant il y a quelques années, un système qu'on peut dire d'ordre supérieur de la peur. Ce que Joe a mis de l'avant est que essentiellement ce circuit peut-être dominé par l'amygdale, si on veut, ou du moins où l'amygdale a un rôle très important, semble très important pour guider le comportement, guider la réponse physiologique, mais qu'un autre système, un système d'ordre supérieur, serait probablement impliqué dans l'expérience subjective de la peur en tant que telle. Donc, vous commencez à me voir venir, mon intérêt avec la fameuse frontière entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Semble-t-il que ce système d'ordre supérieur est quand même une composante importante à jouer là-dedans, mais essentiellement, jusqu'ici, il a été un peu mal compris et mal étudié. Donc, ce que je vais vous présenter pour le reste de la présentation se trouve à être mes nouvelles tentatives d'essayer d'étudier ce système avec des outils qui sont à notre disposition. Donc, essentiellement, c'est ce bout qui m'intéresse pour les quelques travaux que je vais vous présenter prochainement. Donc, comment que le système visuel en vient à entrer en communication avec ce système d'ordre supérieur qui peut mener à l'expérience subjective, possiblement de façon indépendante des réponses physiologiques.
Donc, première des questions, si on s'intéresse au système de premier ordre, donc le système visuel, est-ce qu'on peut déterminer quels sont les champs récepteurs ou quelle est l'information nécessaire dans ce système-là pour aller activer le système d'ordre supérieur? Donc, on a approché le problème encore avec un peu la même approche que précédemment. Je vais vous revenir juste dans un instant. Mais essentiellement, ici, on s'est dit, on veut, au lieu de faire un décodeur d'un animal en particulier, faisons un décodeur de la peur qui peut être vraiment individuel à chaque personne. Donc, on a un groupe de 30 personnes qui ont participé à notre tâche de neuroimagerie, qui nous ont donné des jugements de peur pour les animaux. On peut savoir très exactement, ils ont peur de quoi. On a aussi recruté 30 personnes qui, eux, nous disaient, j'ai peur de rien dans ces animaux-là, ou à peu près. Donc, il y a des petits spikes ici et là. Ce qu'on s'est dit, c'est allons décoder les profils de peur de nos participants qu'on sait qu'ils ont vraiment peur dans le cerveau de ceux qui nous disent qu'ils n'ont pas vraiment peur. Je ne sais pas si vous voyez l'utilité de le faire de cette façon-là. Donc, si on est capable de décoder de la même façon l'information dans le cerveau de ceux qui n'ont pas vraiment peur, on peut s'attendre à ce que ce soit de l'information qui soit peut-être inconsciente, qui fait partie du processus perceptuel dans le système ventral. Par contre, à partir du moment qu'on commence à avoir une dissociation dans les processus, on va pouvoir se dire, bon, il semble que ces processus soient associés à l'émergence de l'expérience subjective. Donc, ça a été notre approche ici. Encore la même tâche qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire on présente 3600 images dans le scanner, on obtient les jugements de peur et on analyse les données ensuite. Donc, je vous présente les résultats. Ici, vous avez le cortex ventral temporal global, donc le masque au complet de la région. Et chaque gaussienne que vous avez ici, c'est des tests de permutation. Ils nous disent en fait l'hypothèse nulle, en fait, la distribution de l'hypothèse nulle ici. Il y en a deux différentes, je ne vous embêterai pas avec ça, mais ce qui est important de savoir, c'est où nos pointillés tombent essentiellement. Donc ici, c'est notre capacité à décoder les profils de peur dans les gens qui ont vraiment peur. Vous voyez qui tombent effectivement à l'extérieur des distributions de nos tests de permutation. Le point qui est intéressant, c'est que la ligne bleue se trouve, excusez-moi, la ligne rouge se trouve à être le groupe de participants qui nous rapporte avoir aucune peur de ces animaux-là. Donc, vous voyez que, puis ici, vous avez en fait le graphique qui l'illustre un peu d'une autre façon, mais vous voyez que les personnes qui ont peur ou non semblent tous les deux pouvoir avoir l'information qui est représentée de la même façon à l'intérieur du cortex ventral temporal. On l'a fait également dans un papier précédent avec une approche d'hyperalignement, puis on en vient sensiblement à la même conclusion. Donc, semble-t-il que l'information visuelle représentée dans le cortex soit vraiment indépendante du profil de peur de nos participants. Puis, juste faire l'histoire courte, donc on prend en fait chacun des profils de peur de nos 30 participants, puis on les décode dans chacun des 30 autres participants de notre groupe. Donc, semble-t-il que, du moins, ça me semble une démonstration assez intéressante à ce niveau. Donc, maintenant, si on voit la similarité entre les profils dans le cortex ventral temporal, qu'en est-il maintenant de l'information qui est communiquée avec le cortex préfrontal? Je vous ai illustré ici l'approche qu'on a décidé d'utiliser. C'est une variante d'une analyse de transmission qu'on appelle. Ça se trouve être un peu une mesure de connectivité fonctionnelle, mais multivariée, si vous voulez. Donc, je vous explique vraiment, c'est pas très sorcier. C'est comme si on entraîne deux décodeurs d'activité cérébrale, un dans le cortex ventral temporal, l'autre dans le cortex préfrontal. On obtient des prédictions. Donc, vous avez les valeurs prédites ici des deux décodeurs et on fait juste corréler l'information qui est prédite. Donc, d'une certaine façon, on appelle ça une analyse de synchronisation de l'information. Donc, vous pouvez comprendre que si les deux informations sont prédites par le même décodeur, par deux décodeurs différents, on devrait avoir une synchronisation, donc une espèce de corrélation entre les prédictions.
Donc, ça a été l'approche qu'on a utilisée pour voir la communication d'informations dans le cortex préfrontal. Et on a vu que les axes ici que vous voyez, c'est les endroits où il commence à y avoir une dissociation entre nos deux groupes de participants. Donc, que les gens aient peur ou non semble vraiment influencer la communication ici. Donc, j'attire votre attention en particulier pour la communication entre le cortex occipital et les régions médiales préfrontales. Donc, semble-t-il que c'est dans cette communication qu'une différence entre nos groupes commence à émerger. Et vous avez aussi une association entre le cortex fusiforme et ce qui est plus insula et dorsolatéral préfrontal, donc plus la voie latérale, si vous voulez, du cortex préfrontal. Donc, c'est quand même intéressant de se dire que à partir de ce stade-là, semble-t-il que la communication diffère entre nos groupes. Donc, c'est intéressant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'une certaine façon, les profils de peur peuvent être codés d'une façon relativement complexe à l'intérieur du cortex ventral temporal. Ici, c'était des gens qui nous rapportaient avoir peur de X, Y, Z. Il y en a un qui a peur des whales, des baleines, d'autres qui avaient peur le profil était très vaste. Notre gros vendeur était des chenilles. Les chenilles sont empoisonnées, semble-t-il, au Japon. On a scanné ça au Japon. Donc, les chenilles sont empoisonnées, semble-t-il, et bon, les gens avaient beaucoup peur des chenilles. Petite différence culturelle, quand même, qui serait à répliquer peut-être. Donc, tout ça pour dire que le profil que nos décodeurs de la voie temporale doivent aller chercher sont assez particuliers, sont vraiment raffinés au niveau des attributs visuels. On s'est dit, essayons de le faire de façon in silico, comme on pourrait dire, donc dans les réseaux de neurones modernes. On s'est dit, si on peut le faire dans le cerveau, peut-être qu'on peut le faire dans les réseaux de neurones aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un réseau de neurones multimodal qui s'appelle CLIP. Il est assez intéressant. C'est lui qui est derrière DALL-E, par exemple, la génération des images avec un prompt en ligne et tout ça. CLIP est un modèle qui est intéressant parce qu'il met en correspondance d'un côté un modèle langagier, un modèle visuel. Et de par cette correspondance multimodale, si vous voulez, il y a toutes sortes de représentations très complexes qui vont émerger dans le réseau. Donc, je vous ai mis ici des neurones un peu particuliers de clips qui émergent, qui nous permet juste de savoir que, essentiellement, ce réseau peut se représenter de l'information de très haut niveau, peut se représenter des émotions, comme celle que je vous ai sorti ici, les concepts des gens, et ainsi de suite. C'est de moins en moins surprenant compte tenu que bon, ChatGPT existe, mais quand même, ça fait partie des premiers réseaux que j'ai connus qui avaient ce type de représentation-là qui émerge. Donc, on s'en est servi. On s'est dit, utilisons nos images. On a encore là nos 3600 images qu'on peut mettre dans l'espace de clip. Donc, on l'amène quand je vous dis l'espace de clip, c'est-à-dire qu'on prend les images, on les propage à l'intérieur du réseau, puis ces réseaux ont une espèce de monde interne qui est essentiellement résumé en à peu près 1000 dimensions. Donc, en prenant une image, on peut avoir la représentation de cette image-là dans le monde interne du réseau en 1000 dimensions. Donc, on s'est dit, trouvons des façons de décoder nos profils de peur de cette façon-là pour essayer de raffiner notre compréhension des champs récepteurs de la peur. Donc, encore dans la même logique des analyses qu'on a faites précédemment, vous avez ici les tests de permutation avec les distributions, puis vous avez où les profils de peur de nos participants tombent, où la prédiction de nos profils de peur tombe plus particulièrement. Donc, c'est essentiellement pour dire qu'on peut prédire ces profils qui semblent être assez idiosyncratiques à partir de des réseaux de neurones qui ont été entraînés pas à comprendre le profil de peur de ces gens-là. Ils ont été entraînés sur des vastes corpus de données en ligne, mais ça se trouve à être des représentations génériques visuelles néanmoins. Ici, sur la droite, je vous ai mis quelques images qu'on s'est amusé à créer, parce qu'une fois qu'on a ces décodeurs-là,
on peut les forcer à nous dire quel type d'image les activerait de façon optimale. Donc, d'une certaine façon, aller chercher des prototypes d'images qui activeraient le profil de peur au maximum. Donc, vous avez ici le type d'image qui était généré quand on le faisait pour des gens qui avaient peur des abeilles. Ici, je pense que c'était plus des vers de terre. Ça, c'est voyons, les chenilles. J'oublie toujours ce mot-là. Et ici, je pense que c'était l'araignée. Donc, essentiellement, on en vient à pouvoir isoler certains attributs visuels de cette façon-là. Est-ce qu'on sait si les gens vont trouver ça épeurant après? Je ne sais pas encore. On y travaille, on fait ce type d'évolution-là avec nos collègues au Japon. Je vous donne un peu d'autres exemples qu'on fait ici. Donc, pour une personne qui a peur des serpents, des araignées, des crocodiles et des j'imagine. Donc, vous avez, encore là, en utilisant la même procédure, on en vient à générer ce type d'image ici, vous avez la gradation des niveaux de peur prédits. Donc, vous avez ce type d'image qui émerge. Donc, la prochaine étape pour nous va être, en fait, il y a plusieurs choses qui nous intéressent là-dedans. On pourrait penser à créer même une espèce de thérapie d'exposition presque automatisée, si ça fonctionne bien. Mais idéalement, on voudrait avoir des espèces de super stimuli pour nous aider vraiment à étudier vraiment les bons champs récepteurs de la peur chez les gens. Donc ça, c'est vraiment comportementalement pour l'instant. Vous avez la même chose si on leur demande de nous dire quelles images ils trouvent cute. Donc, c'est quoi en français cute? Belle, je sais pas. Donc, qui semble. Mais bref, vous voyez qu'il y a des chats qui émergent dans la catégorie cute et les chiens. Donc, c'est un aspect qui nous occupe et qu'on explore en ce moment. C'est d'ailleurs les travaux de Darius, un étudiant de doctorat qui est assez brillant, qui utilise beaucoup d'approches novatrices au niveau de l'intelligence artificielle pour nous aider à bien comprendre les phénomènes. Je vous expose un autre aspect des travaux de Darius qui sont assez intéressants, qui font suite au type d'approche qu'on utilisait en neurofeedback d'une certaine façon. Mais ici, juste au niveau comportemental, encore une fois. Donc, on demande aux gens de nous dire, on leur génère une gang d'images de façon complètement aléatoire à partir de notre générateur d'images. On leur demande de nous dire à quel point ils ont peur de chacune de ces images-là. Et on utilise leur espèce de code génétique. Je vous ai dit tout à l'heure que chacune des images correspond à une valeur précise sur un vecteur de 1000 valeurs, à peu près. Donc, on prend ce code génétique-là pour faire évoluer des images, pour essayer de les amener à être le plus proche possible d'images qui pourraient générer de la peur. Donc, on le fait de façon itérative, comme ça, avec ce qu'on appelle un algorithme génétique. Puis, notre objectif, c'est d'essayer, encore une fois, une autre approche pour essayer de créer nos super stimuli de peur. Je peux vous montrer un peu ce qu'il y en est ici. Donc, on le fait chez un groupe de 20 participants, je crois. Vous avez les résultats ici. La ligne bleue, en fait, excusez-moi, l'axe des Y indique les jugements de peur à travers les diverses générations d'évolution des images. Donc, la première génération, c'est complètement aléatoire et tranquillement, de plus en plus, en utilisant les jugements de peur, on peut s'approcher de générer des images qui créent de plus en plus de la peur chez les gens. J'attire votre attention sur deux choses qui sont un peu intéressantes. Donc, si on essaie de faire évoluer ces images pour la conductance de la peau, donc vous vous souvenez, le proxy qui semble être le plus près de la voie un peu plus physiologique qui est associée à l'amygdale, on n'a pas cette augmentation du jugement de la peur avec le temps. Donc, on voit que les images évoluent sans que les gens les jugent comme étant nécessairement plus épeurantes. Et vous avez en vert juste l'évolution d'images contrôle de façon tout simplement aléatoire. Ce qui est quand même intéressant. Donc, vous voyez ici qu'au final, on en vient à créer des images quand elles sont conditionnées pour le rapport de la peur spécifiquement. Semble-t-il qu'elles peuvent contrôler ou du moins driver momentanément le jugement de la peur et de façon indépendante de la conductance de la peau. Du moins que la conductance de la peau ne puisse pas générer des images qui sont aussi perçues comme étant épeurantes. J'attire votre attention, par exemple, sur le côté droit de l'image pour voir que je vous ai mis des images en fonction de l'évolution à travers les différentes générations, mais vous voyez qu'au début, des images qui sont très génériques, très un peu sans propriété vraiment particulièrement associée à la peur. Et plus on évolue,
plus on voit évoluer des profils, par exemple ici une araignée, une araignée ici aussi, puis drôle d'animal, c'est une espèce de chien pour le contrôle. Euh, c'est quand même intéressant de voir que à travers cette évolution-là, ici vous avez une projection dans un espace après multidimensional scaling, qui montre qu'en fait, les images, que ce soit pour la SCR ou pour le rapport subjectif, évoluent vers une position vraiment très similaire dans cet espace latent-là. Euh, et encore là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y en a une qui va générer plus d'expériences de peur rapportées que l'autre. Donc, à ce stade-ci, moi, je trouve ça vraiment intéressant au niveau expérimental parce qu'on en vient à générer des stimuli qui sont vraiment similaires, mais qui peuvent vraiment nous permettre de dissocier la part unique, ou le champ récepteur, si vous voulez, du rapport subjectif. Donc, Darius est en train de conduire ces expériences-là aussi en IRM. On va voir si on est capable de bien dissocier nos deux systèmes en utilisant une approche de ce type. Voilà, je réalise qu'il me reste pas mal de spots pour essayer d'avancer un petit peu. C'est ce que j'avais à vous dire pour le système un peu visuel et son interaction qu'on anticipe avec le système d'ordre supérieur et comment qu'on en vient à étudier un peu sa façon de fournir un input au système d'ordre supérieur, ses champs récepteurs. Euh, Maintenant, bon, je suis au département de psychiatrie, je m'intéresse aussi à comprendre de quelle façon euh, j'ai mis le système d'ordre supérieur. Je suppose que peut-être ça se passe là, je ne sais pas trop exactement. Mais de quelle façon l'expérience subjective en vient à être si divergente d'une personne à l'autre et de quelle façon on pourrait mieux le comprendre en la formulant selon notre vision du système d'ordre supérieur. Euh, Quand on demande aux gens de nous rapporter leur expérience d'une même image, par exemple d'un serpent ici, on va avoir énormément de variance. On va avoir la variabilité sur notre échelle de Likert. Oui, ils vont nous dire j'ai plus peur, j'ai moins peur, et ainsi de suite. Mais ils vont nous rapporter aussi toutes sortes de choses. Une image que je vous présente vous évoque votre jeunesse, vous évoque votre famille, vous évoque ce que vous avez mangé hier. Il y a toutes sortes de choses qui se représentent à l'intérieur de votre langage qui vraiment vont nous aider à comprendre votre expérience et comment vous divergez d'une certaine façon de la norme et comment vous divergez de ce qui est attendu objectivement de la réalité visuelle. Je, je vais commencer par présenter ça ici. C'est pas une idée qui est nouvelle. Ça fait de longue date, on utilise cette notion de divergence au niveau de l'expérience subjective dans les tests projectifs, entre autres. C'est-à-dire, on présente une série d'images qui se trouvent être les mêmes stimuli visuels pour les gens. On leur demande de nous rapporter qu'est-ce qu'ils en voient. On leur demande de faire une histoire, de faire un narratif, si vous voulez, dans certaines situations. Et c'est cette divergence d'une personne à l'autre que les gens ont essayé d'associer au profil psychopathologique dans une certaine mesure. Un peu la même chose avec le Rorschach. Le Rorschach, on pense à l'interprétation qui utilise une partie de l'image ou autre, une interprétation qui focus sur la couleur ou autre. Il y a tout un système de classement que vous pouvez acheter ou non à l'intérieur du Rorschach, mais néanmoins, l'idée de base se trouve à être les gens perçoivent le monde tel qu'ils sont et dans la façon qu'ils vont nous rapporter percevoir le monde, on pense que ça puisse être associé à leur profil psychopathologique. Donc, c'est ce filon-là qui nous guide un peu pour essayer de mieux comprendre la façon que le sens est injecté ou est attitré à des stimulations visuelles. Je vous ai mis ici un modèle qui un peu m'intéresse ces temps-ci. Est-ce que c'est le vrai bon modèle? Je ne sais pas, mais c'est une façon qui m'aide à réfléchir à cette question-là, en particulier de l'interaction entre la réalité objective et ce qui est rapporté par les gens. Euh, Essentiellement, c'est un modèle
qui émerge un peu de la littérature en intelligence artificielle, où il y a eu ce type de modèle génératif adverse qui a été développé. Je vous explique essentiellement ce qu'il y en est. Vous allez voir que ça peut coller avec toutes sortes de distorsions de la réalité qui peuvent vous venir à l'esprit. Donc, supposons qu'il y a une réalité objective qui est présentée à une personne. Euh, on sait qu'il va y avoir toutes sortes de processus au niveau soit de la voie ventrale ou des processus un peu plus downstream aussi, mais on sait par exemple que les processus d'imagerie qui vont en venir à influencer la perception vont venir se mélanger avec la réalité objective, si vous voulez. On peut les appeler les processus top-down, d'une certaine façon. Et il y a tellement de ce type de processus-là qui se produisent dans notre perception, comme je vous disais, que ce soit par rapport à l'imagerie mentale, mais par rapport au rêve, par rapport au bruit, tout simplement dans notre système visuel, qu'on pense qu'il doit y avoir la nécessité d'avoir une espèce d'entité qui se trouve être un discriminateur qui nous aide à dire l'information qui est représentée en ce moment dans le système visuel, c'est de l'information qui est réelle. C'est l'information qui est attitrée à l'imagerie mentale, ou c'est un rêve, ou c'est juste du bruit. Donc, amène pas ça en conscience. Hein. Donc, encore là, je vous dis, est-ce que ce modèle-là est bien éprouvé par la littérature jusqu'à présent? On ne le sait pas, mais ça nous aide à avancer, je trouve, ou du moins, ça aide à avancer ma compréhension, me dire, est-ce que ces deux entités pourraient exister? Donc, est-ce qu'il y a une un processus qui s'assit pour en venir à dire euh, de quelle façon la réalité doit être interprétée. Je pense que ça nous aide à comprendre la divergence dans plusieurs psychopathologies. Donc, si vous vous amenez dans l'histoire, par exemple, les flashbacks dans l'état de stress post-traumatique, ben, vous avez une situation où, par exemple, la simulation interne des gens, l'imagerie mentale en vient être confondue avec la réalité, si bien que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des rapports de gens qui ont des flashbacks dans l'état de stress post-traumatique. Des fois, ils peuvent être dans le bureau de leur thérapeute et avoir l'impression que le thérapeute est comme dans un monde quasiment parallèle, tellement l'immersion dans le flashback est grande. Donc, c'est une des situations où le discriminateur en vient vraiment à amener l'expérience comme étant vécue comme étant réelle. Donc, pourquoi je vous expose ça? Parce que de plus en plus, on joue avec ces idées-là, particulièrement dans la psychopathologie. On s'est dit, étudions-le d'ailleurs, Arina, qui est ici dans la salle, justement, ça tombe bien. Si vous avez des questions, vous pouvez aller l'épingler. Donc, on s'est dit, étudions les distorsions dans une cohorte de patients qui avaient eu un trouble psychotique et qui ont été scannés à 12 temps de mesure, donc au mois pendant un an. Je vous explique un peu notre rationnel. Ce qu'on s'est dit, c'est présentons, ou plutôt utilisons l'information objective qu'on a dans les réseaux de neurones pour nous aider à modéliser le cerveau. Et maintenant, quantifions à quel point chacun de nos participants dévie de la prédiction faite par les modèles objectifs et voyons si c'est relié avec les symptômes. Et essentiellement, on a eu quand même une belle surprise à ce niveau-là. On voit que les symptômes qui sont associés au délire sont inversement associés à notre capacité à prédire l'activité cérébrale dans ces régions que vous avez ici. Donc, le intraparietal lobule, je les ai marqués en français ici. Lobule pariétal inférieur dans le précuneus, le sulcus central et le cortex dorsolatéral préfrontal. Donc, je vais juste récapituler un petit peu parce que c'est quand même fascinant. C'est que notre capacité à prédire l'activité cérébrale des gens est vraiment associée à la force de leur délire. Donc, puis ce que Clip fait d'une certaine façon, c'est qu'elle est bonne ou le modèle est bon pour encoder la sémantique derrière ces images-là. Donc, d'une certaine façon, on peut voir que la déformation de notre capacité à prédire est associée probablement aux symptômes de délire. Donc, c'est intéressant. Ceci dit,
on a juste le côté objectif de l'histoire ici. Si on essaie de faire le parallèle avec, bon, mais qu'est-ce que ces gens-là se disaient vraiment dans leur tête quand ils voyaient nos images? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de bien les prédire d'eux-mêmes? Est-ce que c'est parce que ils sont juste plus bruités, ils sont juste organisés d'une façon moins prédictible? Euh, on pense qu'on a une approche pour aller étudier ce côté subjectif en plus du côté objectif. Une approche vraiment intéressante qui a été mise de l'avant par Charles Manuel au laboratoire ici. Je vous explique, c'est quand même, c'est tout bête, c'est essentiellement basé sur les tests projectifs. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande carrément aux gens de nous dire qu'est-ce que vous voyez dans ces images-là. Puis, vous seriez surpris de voir à quel point que les gens divergent dans ce qu'ils vont nous rapporter. Vous avez ici, par exemple, j'ai juste sorti deux exemples. Une personne qui dit une photo en noir et blanc de l'ère victorienne, il y a des chevaux. Bon, c'est vraiment le but, le top, le domaine. Ici, vous avez une personne qui dit A privileged teacher is walking to school while a field worker works the field. His job is tiresome and it ages him. She feels terrible for the man, but is unable to help in any way. Vous comprenez que rapidement, on peut voir quand même une bonne divergence dans le rapport de ce que ces gens-là expérimentent quand on leur présente des images. Donc, ce qu'on a fait, c'est un peu à l'image de clip. Maintenant, au lieu d'avoir juste des espèces de représentations objectives, maintenant, on a des représentations textuelles. On peut obtenir, encore une fois, un profil dans un réseau de neurones qui nous dit où cette personne se situe dans l'espace latent du réseau de neurones. Euh, Pourquoi on voudrait faire ça? Bien, on peut s'en servir, en fait, pour ensuite voir est-ce que l'idée des tests projectifs était... en fait, on n'est pas là pour faire le procès des tests projectifs, mais néanmoins, est-ce qu'on peut retrouver le même phénomène? Est-ce qu'on est capable de prédire les profils psychopathologiques des gens avec leur rapport de ces images-là? Et il semble-t-il que oui, dans une certaine mesure. Donc, je vous explique un peu les résultats vite, vite. Essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu le profil psychologique des gens sur une batterie de questionnaires. C'est 100 questionnaires qui ont été développés par Gillian puis Nathaniel Dow à Princeton, hein. C'est, disons, une approche computationnelle pour la psychiatrie. Donc, ils prennent une batterie de questionnaires et ils obtiennent des facteurs qui sont émergents à l'intérieur de la batterie de questionnaires. Vous avez les facteurs anxiété, dépression ici, le facteur compulsive behavior and intrusive thoughts, qui est plus relié justement aux aspects des troubles psychotiques, si vous voulez. Et aussi l'autre facteur ici qui est plus relié à l'apathie et à l'impulsivité. Donc, essentiellement, en psychiatrie computationnelle, les gens commencent à utiliser cette approche-là. On s'est dit, réutilisons-la. C'est une façon simple d'avoir une espèce d'overview du profil de la santé mentale des gens. Puis, on a essayé de prédire leur profil psychopathologique avec des décodeurs encore, mais à partir de ce qu'ils nous disaient aux différentes images. Donc, les résultats ici, je réalise qu'ils sont un peu petits, mais essentiellement, ce qu'on voit, c'est qu'à partir des images de l'IAPS, on peut prédire assez bien ce facteur-ci qui était relié au comportement compulsif et aux pensées intrusives. Vous avez la même chose pour la dimension apathie et impulsivité. Et de façon intéressante, les rapports au Rorschach ne nous aidaient pas vraiment à prédire aucune de ces composantes-là. Il y a des raisons pour ça, peut-être, on pourra en reparler si ça vous intéresse, mais bon, disons que c'est ce qu'on a observé dans nos approches pour l'instant. Un point fort intéressant aussi qui a émergé, c'est que si on demande tout simplement aux gens de se décrire à l'intérieur d'une phrase et on essaie d'associer ça à leur profil psychopathologique, on obtient vraiment des beaux résultats. Puis on n'est pas les premiers à le faire. Il y a même un article récent qui milite un peu pour dire que tranquillement, avec l'usage des modèles de langage, on va peut-être pouvoir s'affranchir de plus en plus de la psychométrie parce qu'on est vraiment quand même très bon à prédire ce que les gens rapportent sur un inventaire papier-crayon de eux-mêmes à partir de ce qu'ils nous rapportent tout simplement verbalement de eux-mêmes aussi. Donc, c'est juste, vous attirez votre attention, c'est un peu périphérique au thème global, mais c'est un fait qui m'a un peu intéressé à l'intérieur de tout ça. Tout ça pour dire que si on fait juste demander aux gens de
de se décrire, on peut prédire leur réponse à des questionnaires. Peut-être qu'éventuellement, ça pourra nous être utile en psychométrie. Donc, voilà, je réalise que je pensais que j'avais une slide de résumé, mais euh, je pense qu'il reste encore beaucoup de questions. J'aime beaucoup utiliser ces nouveaux outils qui nous permettent, semble-t-il, de tranquillement s'approcher de l'expérience subjective des gens, ou du moins la documenter à travers les réseaux de neurones modernes. Est-ce que ces représentations-là sont similaires à celles que les humains ont dans leur tête? Certains disent que dans une certaine mesure, oui. D'autres disent que bon, c'est encore assez variable. Euh, je pense que c'est plus ou moins la question. Le point, c'est qu'on peut en venir à avoir quand même un outil qui peut nous aider à comprendre le profil psychopathologique des gens, à modéliser leur activité cérébrale et peut-être à avancer notre compréhension de l'expérience subjective de cette façon. Donc voilà, j'en profite pour remercier beaucoup de gens qui ont participé à ces travaux, évidemment les instituts qui nous financent aussi. Et je suis ouvert à répondre de toutes vos questions et commentaires si vous voulez bien.